Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Vous souvenez-vous de Star Wars, le premier film là, qui est sorti en 1976-77? Là, Luke Skywalker vient de perdre son oncle et sa tante qui ont été tués par les soldats de l'Empire. Et là, il est dans le désert, puis il pleure un peu, puis il est mélancolique. Là, puis il regarde au-dessus de lui, il regarde dans le ciel, puis on voit deux lunes. On voit deux lunes, puis là, on dit, wow, c'est super beau. Ben, c'est ce qui va arriver. Dès la semaine prochaine, il va y avoir deux lunes qui vont tourner autour de la Terre. On va en parler avec Olivier Hernandez, astrophysicien, directeur du planétarium. Bonjour, Olivier Hernandez. Bonjour. Bon, on s'en passe donc bien des choses dans le ciel. Il y a eu l'éclipse du soleil, il y a eu l'éclicse lunaire, il y a eu la super lune avant hier. Là, on va avoir... Oui, il va y avoir deux lunes. Bon, premièrement, on va le dire, là, ce ne sera pas aussi spectaculaire que dans la guerre des étoiles parce que cette deuxième lune-là ne sera pas visible à l'œil nu. Hein, Olivier Hernandez? Non, elle est très, très petite, en fait. Elle fait à peine 10 mètres. Alors, pour pouvoir la voir, ça prend des très gros télescopes professionnels ou des radiotélescopes qui nous permettent de la voir. Mais effectivement, à partir du 29 septembre, donc c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine suivante, il va y avoir une deuxième lune, en fait, qui va nous accompagner sur notre chemin autour du Soleil. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir. C'est comme une liaison romantique pendant 2 mois avec une petite lune qui va venir autour de la Terre et puis repartir après. OK, c'est quoi? Elle est captée par la gravité de la Terre, elle va tourner autour de la Terre, mais OK, mais une fois qu'elle est captée par la gravité de la Terre puis qu'elle tourne, comment elle fait pour s'échapper de cette gravité-là? Il faut voir qu'elle n'a pas une orbite circulaire, mais une orbite, on appelle ça une orbite qui forme des petites ellipses, des petits cercles en fait, un peu comme on joue au spirographe. Oui. On fait des cercles avec des différentes boucles dans le cercle. Mais sa façon de se déplacer autour du Soleil est vraiment de cette façon-là. Donc, elle fait des petites boucles. Et pendant une de ces petites boucles, la trajectoire de la Terre va vraiment venir à côté de cet astéroïde-là, de cette petite lune-là, et dont la trajectoire va être légèrement modifiée par l'attraction terrestre. Donc, on peut dire qu'elle va être gravitationnellement liée à la Terre pendant 2 mois, mais pas suffisamment parce qu'elle va pouvoir repartir et redécrire ces petites boucles après par la suite. Donc, pendant 56 jours exactement, elle va rester près de nous, nous observer. On va pouvoir l'observer avec des télescopes, mais après, nos chemins vont se quitter et juste se retrouver en 2055. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Ça arrive pas souvent, ça arrive à peu près tous les 10 ans où on est capable de capter un autre objet de la ceinture d'astéroïdes, en fait, qui est expulsé de la ceinture d'astéroïdes et qui fait à peu près ce parcours-là. Et c'est arrivé dans le passé, déjà 2-3 fois dans les 10 dernières années, puis ça va arriver dans le futur. À chaque fois, ce sont des petits objets qui sont pas dangereux, en fait, pour la Terre et qui restent, ils sont si petits qu'ils restent un peu pris dans l'attraction terrestre, mais vont pouvoir la quitter ensuite par la suite. Donc, c'est temporaire. Est-ce qu'on va pouvoir aller la voir au Planétarium de Montréal? Alors, on pourra la présenter en fait dans un de nos spectacles où on présente l'actualité astronomique. On va pouvoir montrer sa trajectoire à partir du 29 septembre et on pourra imaginer un peu à quoi elle ressemble parce qu'on n'a pas encore d'image proprement dit de cette lune parce que justement elle est petite. Un 10 mètres, c'est pas énorme, hein, c'est un minibus si vous voulez, c'est pas grand chose. Donc pour pouvoir avoir des images de cette lune, ça prend des télescopes vraiment très très gros, mais on peut effectivement au planétarium être capable de simuler sa trajectoire autour de la planète Terre et d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Écoutez, il y a beaucoup d'astéroïdes, bien sûr, dans l'espace, qui filent dans l'espace. Est-ce qu'il y en a qui tombent régulièrement sur la Terre et, on le ressent pas parce que peut-être elles ont justement un petit diamètre? En fait, oui, il y a beaucoup d'astéroïdes qui tombent sur la Terre. On parle de l'équivalent à peu près de, je dirais, 100 000 SUV en termes de poids qui tombent sur la Terre. Donc, à peu près la production de SUV du Canada qui tombe sur Terre par année, là, si vous voulez.
Mais il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Les plus petits vont avoir tendance à s'éliminer dans l'atmosphère terrestre et juste des fragments qui vont retomber sur Terre. Puis on est bien content, nous, de pouvoir récupérer ces petits morceaux-là. On a un système de caméra au-dessus du Québec qui s'appelle le projet Dôme, où on est capable de calculer la trajectoire de ces météorites-là qui retombent sur Terre et puis d'aller les ramasser. Mais il y en a des plus gros qui peuvent être plus problématiques, et on a eu dans le passé en fait des plus gros qui ont fait des dégâts. Le premier, je dirais, c'est bien sûr celui qui a fait disparaître les dinosaures, il y a 66 millions d'années. Il faisait à peu près, je dirais, 10 kilomètres de diamètre, et lui, il a causé énormément de dégâts en faisant disparaître les espèces de dinosaures. Mais il y en a des plus petits, comme celui de 2013, qu'on appelle celui de Chelyabinsk en Russie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images-là. On avait vu beaucoup sur YouTube des images filmées où on voyait un gros astéroïde rentrer sur Terre, un gros bolide très lumineux, et qui avait fait des détonations spectaculaires, qui avait eu plusieurs fragmentations en fait, et il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été blessées par justement les éclats de verre des buildings qui étaient tombés. Puis il faisait simplement 10 mètres à peu près, donc c'est quelque chose, enfin, une vingtaine de mètres, pardon. Donc il était aussi puissant, la détonation était aussi puissante que environ 30 fois la détonation de la bombe Hiroshima. Donc je sais pas si vous imaginez ce qui peut se passer. Et puis en 1908, il y a eu même un autre astéroïde qui est tombé dans la Tudunska, qui lui, donc en Sibérie encore, qui lui s'est complètement volatilisé avant même de toucher sol, mais juste l'onde de choc a fait en sorte que toute une forêt s'est retrouvée, mais complètement, les arbres complètement baissés sur le sol, arrachés de leur tronc, et c'était vraiment spectaculaire à voir. Donc sur 2000 km² de forêt, on a eu l'équivalent en fait de 1000 fois en fait une bombe d'Hiroshima qui est tombée à cet endroit-là, sans les dégâts que ça peut causer au niveau des radiations, mais quand même, on a des épisodes dans l'histoire de la Terre qui sont catastrophiques, et oui, ça peut arriver, mais une chance, on a des systèmes qui nous permettent de repérer tout ça. Et on a des systèmes aussi, on a des simulations qui se font à travers différents corps de métier, comme on réunit tous les 2 ans avec l'ONU plusieurs spécialistes, alors des avocats, des politiciens, des scientifiques, et on simule pendant une semaine l'approche d'un astéroïde catastrophique, et chaque jour on leur fait prendre des décisions différentes pour voir comment ils réagissent et ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire en cas d'impact, comme dans le film Armageddon, en fait, si vous voulez. Ben, c'est ça. Et moi, j'ai toujours cru qu'on aime beaucoup les films de fin du monde. Hein. On aime ça, aller voir ça, des films comme Armageddon, tout ça, parce que soudainement, on se rend compte que on arrête nos batailles internes. Là, on se rend, il y a plein de guerres sur la planète et tout ça. Puis là, on se rend compte que non, on a un ennemi commun qui s'en vient du ciel. Et là, soudainement, on fait bloc. On oublie nos conflits, on les met à part, et on est une humanité contre un ennemi commun. Ça nous soude ensemble, soudainement. Oui. Et donc, on pourrait, si ça pourrait arriver, un astéroïde qui de grosse taille qui menace de frapper la Terre, ça serait une catastrophe, là. Ce serait une catastrophe, la probabilité est très faible, faut rassurer quand même les auditeurs et les auditrices, mais oui, c'est possible, et on prend des mesures justement pour se former. Ça fait partie de ce qu'on appelle le système de défense planétaire. Ça peut paraître un peu pompeux, et sorti d'un film de science-fiction des États-Unis, mais oui, on a ce système-là, des gens qui réfléchissent à comment on fait justement pour se préparer. Si on le sait suffisamment à l'avance, il y a des moyens justement pour dévier les fameux astéroïdes de leur trajectoire, pour qu'ils ne nous empêchent, en fait, qu'ils ne deviennent pas catastrophiques. Puis on l'a testé récemment, où on a envoyé en fait sur un petit astéroïde qui tournait autour d'un autre astéroïde, on a envoyé un vaisseau spatial pour venir le pousser et voir si on était capable de modifier sa trajectoire, et ça a été un succès total. Donc on sait faire ça. On peut aussi s'amuser à peindre un astéroïde d'une couleur différente, en blanc par exemple, et à ce moment-là, les rayons du soleil vont venir le pousser tranquillement. Si on le fait suffisamment à l'avance, on peut le dévier de la Terre. Il suffit de quelques
dixièmes de degrés à très très loin pour qu'ils ne viennent pas frapper la Terre. Donc c'est des choses comme ça qu'on pense. La pire des choses, bien sûr, c'est de faire exploser un astéroïde comme dans Armageddon avec une bombe nucléaire, parce que ça reste des gros fragments qui vont toujours suivre la même trajectoire et venir rentrer en contact plusieurs fois avec la Terre, plusieurs gros fragments qui pourraient venir abîmer la Terre à plusieurs endroits. Alors, le déplacer avec autre chose qu'une bombe nucléaire, c'est préférable. Écoutez, je veux profiter de votre présence parce que je suis curieux. J'ai vu dans une librairie anglophone, ça vient tout juste de sortir, c'est un livre américain sur ces recherches du Congrès, là, que le Congrès américain a mené sur les ovnis. Vous savez que le Congrès américain a rendu public des tonnes de documents, dont des vidéos, mais des vidéos assez spectaculaires là, qui ont été tournées de l'intérieur de cabines d'avions. Et on voit dans le ciel des choses qui sont totalement inexplicables. Et même, on voit les pilotes qui disent « Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on voit? » Et vous réagissez comment face à ça? Parce que là, c'est pas des coucous, là, c'est le Congrès américain qui s'est penché là-dessus sur l'existence des ovnis. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est une commande en fait que le Congrès a eu de la part justement de la force des républicains qui étaient à ce moment-là pour pouvoir faire une étude sur les potentiels risques d'extraterrestres que la NASA n'a pas le temps et ne souhaitait pas faire. Donc c'était pas facile. Le premier rapport préliminaire de la NASA, où ils ont observé, en fait, ils ont analysé un millier de données différentes. Ils conçoivent que sur à peu près 980, ils sont capables de trouver des explications, mais sur les 20 qui restent, c'est très difficile de donner une explication. Et c'est tout, leurs conclusions sont là. Dans le rapport du Congrès, après on dit, ça pourrait être quelque chose de différent. Et effectivement, après ça déboule très rapidement dans les médias. On ne sait pas ce que c'est, ça pourrait être des extraterrestres, etc. Lorsqu'on voit les vidéos, des armes militaires inédites qu'on connaît pas. Et en fait, une des caractéristiques principales en fait de ces objets, c'est qu'ils sont toujours vus à proximité de bases militaires américaines. Et oui, des forces chinoises, russes ou d'autres gouvernements qui testent des drones ou des avions différents, ça peut être effectivement une solution beaucoup plus simple qu'une solution d'un extraterrestre. Une des choses que l'on voit sur les vidéos, en fait, la première, en fait, qui vient nous chercher énormément les scientifiques, c'est que si vous remarquez bien, les vidéos sont toujours de très mauvaise qualité. C'est toujours très difficile de voir et d'expliquer quelque chose à partir de ces vidéos-là, alors que maintenant on est capable de faire des vidéos de qualité, mais c'est toujours très difficile. Alors c'est pas facile de pouvoir commenter quelque chose comme ça. Puis la deuxième, c'est que quand un avion se déplace dans l'espace, cet avion-là, en fait, il se déplace d'une certaine façon dans l'espace, avec sa propre vitesse, sa propre trajectoire. Et lorsqu'on voit un point ou un objet qui arrive face à nous, c'est très délicat d'être capable d'imaginer quelle trajectoire il a réellement. Et les mouvements que cet objet fait, parce qu'il a sa propre façon de se déplacer, des fois, c'est difficile pour des cerveaux humains de se dire oui, là il a pris un virage serré, ou alors là c'est normal sa trajectoire. C'est extrêmement difficile, et puis c'est extrêmement difficile après de reproduire correctement ces trajectoires-là. Puis c'est ce qui ressort en fait du rapport des spécialistes de la NASA, c'est que dans une vingtaine de cas, ils sont pas capables de dire exactement ce que c'est, donc c'est difficile. Est-ce que ce sont des illusions d'optique qui sont causées, je sais pas, par des conditions météo, etc. C'est assez complexe, mais il faut dire que c'est assez spectaculaire. Et vous me faites rire en terminant, M. Hernandez, quand vous dites les vidéos sont toujours de mauvaise qualité. C'est comme les gens qui ont filmé Bigfoot à travers les années. Il n'y en a pas un qui avait un trépied dans cette gang-là. Il n'y en avait pas un. La caméra est tout le temps comme ça en train de sauter. On se dit, coudonc. Imaginez le monstre du Loch Ness aussi, hein. C'est toujours des choses qu'on n'a jamais été capable de voir. On a pourtant beaucoup de technologies à notre disposition, alors c'est dommage, la piètre qualité à chaque fois. Monsieur Olivier Hernandez, alors j'en profite toujours chaque fois pour parler du planétarium. Allez-y, profitez-en, c'est un beau planétarium et ce qui se passe en haut, c'est fantastique. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci beaucoup. Au revoir.